Mes chers apôtres du chaos éclairé, mes camarades de la lucidité morbide, bienvenue dans notre théâtre des absurdités contemporaines. Aujourd'hui, nous allons nous délecter d'une fable tragicomique qui se joue sous nos yeux. Une épopée grotesque où s'affrontent un colosse aux pieds d'argile bureaucratique et des barbares ingénieux sortis de la boue. Accrochez-vous, car nous plongeons dans le grand bain de la guerre des drones, un lieu où l'oncle Sam, engoncé dans son costume 3 pièces de procédure, apprend à nager alors que d'autres ont déjà construit des sous-marins nucléaires avec 3 bouts de ficelle. L'histoire commence par une scène d'une majesté presque pathétique. Imaginez le Pentagone, ce temple du complexe militaro-industriel, tout en angle droit et en certitude d'acier. Au pupitre, le secrétaire d'État Pete Hegseth, le torse bombé, le verbe haut, entouré d'une haie de soldats impassibles et de drones aussi immobiles que des sculptures modernes. Il signe, avec la solennité d'un empereur romain, un mémorandum. Son titre ? Un chef-d'œuvre de novlangue. Garantir la dominance américaine en matière de drones. La foule est en délire, les flashs crépitent. La guerre, nous dit-on, a changé à jamais. Mais attendez, car au milieu de ce concert d'autosatisfaction, une petite note dissonante, une fausse note qui révèle toute la supercherie. Hegseth, entre 2 envolées lyriques, lâche le morceau. La Chine et la Russie, ces vilains garnements de la géopolitique, ont une avance significative. Ils ont non seulement les joujoux, mais ils ont aussi le mode d'emploi, testé et approuvé sur le terrain sanglant du réel. L'Amérique, elle, a surtout des mémorandums. Le plan ? Accélérer, rattraper. Et comment ? En se concentrant sur les achats. Ah, les achats, c'est ici que notre comédie vire à la farce kafkaïenne. Pour qu'un drone américain puisse espérer voler, il doit survivre à une épreuve digne des 12 travaux d'Hercule, le parcours du combattant administratif. Il y a la Blue List, la Green List, des listes de toutes les couleurs qui forment un entonnoir si étroit qu'une molécule aurait du mal à y passer. Vous voulez inscrire votre merveilleux drone sur la Green List ? Pas de problème, un simple chèque de 100 000 $ par modèle, et vous pourrez peut-être, un jour, si les astres sont alignés, vendre votre engin. C'est ce que j'appelle le CRAPUL, le Comité de régulation et d'approbation des procédures unifiées légalement établies. Une machine conçue non pas pour gagner une guerre, mais pour nourrir des légions de fonctionnaires en cravate. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans les tranchées boueuses d'Ukraine, se déroule un autre spectacle. Les Russes, de leur propre aveu, n'étaient absolument pas prêts. Leur doctrine était celle d'une guerre de papa, avec de gros drones chers pour faire de la surveillance. Mais à la réalité, cette garce impitoyable les a rattrapés. Et c'est là que le miracle s'est produit. Loin des états-majors et de leurs plans quinquennaux, ce sont les soldats, les sergents, les troufions qui ont pris les choses en main. Ils ont commencé à commander en masse des petits drones chinois sous AliExpress, à bricoler et à expérimenter. L'innovation n'est pas descendue du sommet, elle a jailli de la fange. Le Kremlin, d'abord perplexe, a fini par comprendre. Poutine lui-même a dû admettre que la vraie guerre se jouait là et qu'il fallait soutenir cette effervescence créatrice. Mieux encore, un réseau de citoyens patriotes achète des drones avec leur propre argent et les livre directement au front. Une sorte de financement participatif de la mort, une campagne Kickstarter pour l'apocalypse. Poutine trouve ça formidable, même s'il glisse qu'il faudrait contrôler un peu tout ce bazar. On ne se refait pas. Et le résultat de cette anarchie organisée, une révolution. Quand les signaux radio sont brouillés, que fait le soldat américain ? Il remplit le formulaire A38 pour demander une étude de faisabilité. Que fait le soldat russe ? Il déroule un câble de fibre optique. Oui, vous avez bien entendu, des drones reliés par une laisse de glace, totalement injammables, capables de frapper à 20 voire 40 km derrière les lignes ennemies avec une précision diabolique. Une innovation née dans le cerveau d'un type qui avait probablement de la boue jusqu'aux genoux et dont le seul but est ce que l'on pourrait nommer l'objectif. Opération basique pour jarter l'ennemi par un coup totalement infime et foudroyant. Ce laboratoire à ciel ouvert est un ballet macabre où Russes et Ukrainiens sont des partenaires de danse mortelle. Chacun copie l'autre, améliore, contre-attaque dans une spirale de darwinisme militaire où la moindre erreur vous renvoie à l'état de poussière. Et dans ce jeu, à l'heure où nous parlons, les Russes semblent prendre un avantage terrifiant. Retournons maintenant dans les bureaux climatisés du Pentagone. On se gargarise de « leçons apprises » auprès des Ukrainiens. Mais la mise en pratique est d'une lenteur tasmique. Le fameux mémorandum de Hegseth ordonne la création d'unités de drones. C'est merveilleux. Mais il rate l'essentiel, la confiance. En Russie, un jeune sergent a une idée folle, il la teste. S'il réussit, il est un héros. Aux États-Unis, un jeune soldat a une idée folle, on lui demande de remplir un dossier de 50 pages, qui sera étudié par 3 comités, validé par un budget, puis son idée lui sera confisquée
et confier à un laboratoire qui mettra 3 ans et 10 millions de dollars pour accoucher d'un prototype moins efficace. L'exemple le plus succulent, la cerise sur ce gâteau de l'incompétence, c'est cette vidéo publiée fièrement par l'armée américaine il y a peu. On y voit des GI apprendre à lâcher des grenades depuis un drone. Une tactique que les Ukrainiens et les Russes maîtrisent, perfectionnent et ont probablement déjà dépassé depuis 3 ans. C'est comme si la marine américaine annonçait fièrement en 1945 avoir enfin compris le principe de la catapulte. Et l'échelle. Parlons de l'échelle. Dans une seule usine du Tatarstan, la Russie sort jusqu'à 1000 drones de type Shahed par jour. L'Amérique, elle, a péniblement créé son équivalent, le LUCAS, et doute d'en avoir 1000 en service au total. Alors oui, les intentions de Pete Hegsth sont sans doute aussi pures que l'eau d'un glacier, mais il est le capitaine d'un cuirassé titanesque qui tente de manœuvrer dans un port rempli de hors-bord agiles et surarmés. Chaque tentative de simplification de sa part ne fait qu'ajouter un étage à la tour de Babel bureaucratique. Si l'Amérique ne change pas radicalement de logiciel, si elle ne se décide pas à copier ses ennemis, à faire confiance à ses soldats et à préférer la victoire sur le terrain à la victoire dans les salles de réunion, sa quête de dominance se soldera par une frustration colossale, une frustration qui se mesurera non pas en dollars ou en mémorandum, mais en vie humaine. Soutenez la pensée libre et la satire sans concession sur Patreon. Likez cette dissection au scalpel et rejoignez notre conclave d'esprits affûtés sur Telegram. Les liens sont dans la description.